Dieu nous a fait grâce d'une nouvelle semaine qui démarre aujourd'hui. Ravi de vous retrouver une fois de plus, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, pour d'autres aventures durant cette semaine. Alors bonjour à tous et bienvenue. C'est une nouvelle équipe qui s'installe pour vous servir toujours les mêmes informations dans la bonne humeur. Cette semaine, nous restons toujours dans le Yatenga. On pourra dire que c'est le mois du Yatenga puisque ça fait la troisième semaine que nous y sommes justement pour vous présenter donc le Yatenga. Aujourd'hui et cette semaine, nous intéressons au symbole des rois du Yatenga, notamment donc les places ou monuments dédiés à trois rois, notamment Naba Yadega, Naba Kango et Naba Tigré. Vous aurez des informations sur ces places et monuments ou ronds-points donc dédiés à ces rois. Aujourd'hui, nous recevons comme invité donc M. Souleymane Badiel, qui est le secrétaire général de la Fédération des syndicaux nationaux des travailleurs de l'éducation et de la recherche, F-Sinter. C'est notre invité de ce jour. Et comme chaque lundi, vous avez rendez-vous avec Patrick Gampené pour la rubrique Langue fourchue. Il sera donc au rendez-vous. Alors on s'installe bien tout de suite et maintenant avec la première rubrique. Je vous le disais, cette semaine, nous restons toujours dans le Yatenga et cette fois-ci, nous allons à la découverte de places, de ronds-points et symboles de grands chefs du royaume du Yatenga. Ils sont nombreux à avoir marqué l'histoire du Yatenga, donc l'histoire du nord du Burkina Faso en général, mais nous avons choisi de marquer un arrêt sur trois rois, notamment Naba Yadega, fondateur du royaume du Yatenga bien sûr, Naba Kango, fondateur donc de Wayugia, et Naba Tigré, le grand rassembleur et réconciliateur. Les habitants de Wayugia et les visiteurs côtoient quotidiennement des places, ronds-points et symboles qui rappellent le passage des rois du Yatenga que sont Naba Yadega, immortalisé à travers un rond-point dans la ville de Wayugia. Naba Kango, symbolisé par une place dans la ville, et Naba Tigré, honoré aujourd'hui encore par un rond-point dans la capitale de la région du Nord. Selon les historiens, le royaume du Yatenga, fondé vers 1540, est né d'une querelle de succession du moins qui a opposé entre eux les descendants de Ouedraogo, fondateur du royaume de Moussi, et le fils de la princesse Nyenega. Naba Yadega est le fondateur du royaume du Yatenga. C'est lui qui a donné son nom à la communauté des Yatse qui sont des descendants, qui sont ses descendants, les descendants bien sûr de Naba Yadega. Naba Kango, lui, est le fondateur de Wayugia. Wayugia qui signifie « Venez vous soumettre au roi tout-puissant ». Il a régné pendant plus de 30 ans à la tête du royaume. Son règne a été marqué par des conquêtes. Il a travaillé à agrandir le royaume légué par Naba Yadega. Il a aussi renforcé la puissance du royaume qu'il a étendu depuis la frontière donc du Mali jusqu'à Yako dans la province du Passoré. En son temps, le royaume englobait l'actuelle province du Bam, Kongoussi et une partie de la province du Salmantenga, Kaya. C'est à Naba Kango que le Yatenga doit la structuration du pouvoir et l'organisation de la ville de Wayugia en fonction des rôles que joue chacun des groupes sociaux qui s'y trouvent. Naba Tigré a succédé à Naba Bouli. Il est arrivé sur le trône dans un contexte de querelles et de dissensions entre fils du royaume. Sa renommée est venue de sa capacité à rassembler et à réconcilier toutes les parties et communautés du royaume du Yatenga. Ces trois rois ont marqué donc le Yatenga. Également, on peut citer d'autres rois, mais nous avons retenu donc ces trois rois qui font aujourd'hui la fierté donc des Yatse. Les symboles qui rappellent leur passage sur le trône, rond-point place donc de Wayugia, sont plus ou moins bien entretenus. Cela ne nous empêche pas aujourd'hui donc de leur rendre hommage à travers cette émission Bonjour le Faso. Donc nous allons nous intéresser à ces symboles-là durant cette semaine, les symboles donc dédiés à Naba Yadega, Naba Congo et Naba Tigré. Alors, nous sommes toujours dans le Yatenga. Occasion pour nous donc de dire bonjour à tous ceux qui nous suivent depuis le Grand Nord. On dit bonjour à tous ceux qui nous suivent depuis le Yatenga, depuis Wayugia. On vous passe le bonjour de l'équipe de Bonjour le Faso. Alors, nous poursuivons et cette fois-ci, c'est Rachida Saad Zongo que nous retrouvons pour
bien installé sur ce plateau comme tous les lundis d'ailleurs. Bonjour Rachid et bienvenue. Abzeta, bonjour. Merci de toujours prendre le plaisir de me recevoir tous les lundis sur ton plateau. Vous qui nous suivez, bien le bonjour. À la une donc de nos différents journaux, que pouvons-nous lire aujourd'hui Rachid? Merci Abzeta. On dira que le week-end a été essentiellement politique. Et c'est ce qui nous revient pour ce qui est de la une de l'ensemble des médias ou sinon l'ensemble des unes des journaux que nous allons parcourir. Alors on entame cette revue de presse avec ce que nous confie en titre le journal Le Quotidien. À la page 11, on peut y lire « Élection du 22 novembre 2020 au Burkina, la machine du CDP a démarré ». Autre sujet, autre actualité confiée par le même journal, à la page 8, Caisse nationale de sécurité sociale, des bourses et kits scolaires pour 200 élèves démunis et des vivres offerts à 200 veuves. Dans sa rubrique Le voyageur de Guéna, qui peut être parcouru à la page 7, un certain nombre de sujets qui nous reviennent des provinces. Déjà pour ce qui est de la Tapoua à l'est, une quarantaine d'assaillants tués, 3 autres capturés. Dans la boucle du Mouhoun, 2 soldats tués dans une embuscade. Tawalbougou, une femme et son enfant de 4 mois sautent sur une mine. Justice, maître Siaka Nyamba, élu nouveau bâtonnier. Et pour achever avec le journal Le Quotidien à la page 4, 49e promotion de l'École nationale de police, des propos de Ouseni Compaoré qui sont confiés, je cite pour vous. N'oubliez jamais que la veuve et l'orphelin ont besoin de votre protection. Comme je l'ai dit, Dixit Ouseni Compaoré. Autre parution du jour Abzeta, nous sommes cette fois-ci avec le doyen des journaux, l'observateur Palga. Dans ses titres, pour ce qui est de ce lundi 28 septembre, à la page 8, Téléinvestiture pour Yacouba Isaac Zida. Autre sujet, à la page 9, journée parlementaire du MPP, quand Simon porte bala ONU. Baro Burkinabé, Siaka Nyamba, prochain bâtonnier. Sujet à lire à la page 18. À la page 5, nous allons au Mali, Mokhtar Ouane, nouveau PM, pour parler du Premier ministre du Mali. La fin du choc des ambitions. Une interrogation posée dont la réponse peut être parcourue, comme je l'indiquais à la page 5. À la page 18 du même journal, on parle sport, reprise du championnat national de football. 8 matchs ont été disputés. Et pour achever, comme je l'indiquais, à la page 5 présidentielle 2020, le dépôt des candidatures commence aujourd'hui. Comme je l'indiquais, actualité purement politique. Nous poursuivons cette revue de presse avec ce que nous confie le bimensuel burkinabé L'événement. À la page 7, on est au ministère des Transports. La pompe à sous du ministre Dabilgou. L'article, comme je l'indiquais, est à lire à la page 7 du journal L'événement. Et puis à la page 2, congrès du MPS, le pourquoi du non-retour de Zida. Les pages 8 à 10 nous apprennent, chef de canton de Dédougou, si vous ne pouvez pas être chef dans votre village, il ne faut pas penser à l'être ailleurs. C'est ce que nous confie, ou sinon nous confiait le journal L'événement. Abzeta, nous passons à présent à ce que nous confie comme actualité les sites d'information en ligne et nous l'entamons, ou du moins nous entamons cette revue de presse pour ce qui est de l'actualité confiée par ces sites-là, par lefaso.net. En titre, ministère de l'Agriculture, le bilan de 2016 à 2020 jugé satisfaisant. Commune de Safané, la rupture du pont du village de Tiekui. Deuxième conseil ordinaire de la F Saint-Air, les syndicats inquiets de la situation nationale. Et puis, journée internationale du pharmacien, les spécialistes du médicament donnent leur sang. Pour achever avec ce que nous confie comme actualité le site d'information en ligne www.lefaso.net, cotisation sociale, la directrice générale de la CARFO invite les collectivités territoriales à immatriculer les travailleurs. Autre site d'information pour achever cette revue de presse, www.infowacat.net, dans ces titres, Soum, 3 personnes assassinées par des hommes armés non identifiés. À Tawalbougou, une femme et son bébé tués par un engin explosif. Zida annule sa participation au congrès du MPS. Et pour achever avec le site d'information en ligne www.infowacat.net, on part au Mali, Mokhtar Ouane nommé Premier ministre. Abzeta, voilà ce que nous apprenons, on va dire, les journaux du jour.
Merci bien Rachid, et avec ta permission, je souhaiterais qu'on revienne sur quelques sujets. Le premier, pour commencer, qui alimente presque tous les journaux, c'est bien sûr donc le congrès du MPS, le parti dont l'ex-premier ministre et l'ex-président en même temps, Yacouba Isaac Zida, donc en est le président d'honneur et candidat de ce parti. En tout cas, le congrès a eu lieu, Rachid, mais sans, bien sûr, son candidat. Exactement. Bon, physiquement, je vais sans dire. présence physique, c'est cela. Tu l'as dit, hein, Abzeta, le retour de Yacouba Isaac Zida, le général de division, on va dire, radié des rangs des forces armées nationales depuis pratiquement, si j'ai bonne mémoire, février 2016, a fait le suspense depuis l'annonce de sa venue, depuis, bien sûr, le Canada où il réside actuellement. Et le mouvement du peuple pour le salut, donc le MPS, le parti politique dirigé par l'ancien ministre sous la transition, à savoir Augustin Loada, avait pourtant depuis longtemps préparé le terrain pour le retour de Zida. Un courrier même avait été adressé en son temps au président du Faso Roch Kaboré pour l'informer de la venue de Isaac Zida en tant qu'ancien président. Voilà. Et il avait été demandé dans cette même note-là au président de prendre les dispositions, en tout cas en termes de moyens sécuritaires, pour accueillir l'ancien chef de l'État. Alors, pour ce qui est du MPS toujours, donc le mouvement dont, ou sinon le parti qui en fait son candidat, ce qui en réalité pesait sur lui, c'était fondamentalement deux dossiers. Et ces dossiers-là aussi, en réalité, n'inquiétaient pas fortement, on va dire, leur candidat. Mais tout porte à croire que, en tout cas, de ce qui ressort, que ce sont ces deux dossiers-là. Lesquels dossiers je souhaite en tout cas y revenir. Alors, le premier dossier qui est en tête pour ce qui est de ce qui pèse ou plane sur la tête de Zida, c'est le dossier relatif à, on va dire, son corps, ou du moins le corps auquel il appartenait. Et ce dossier, fait référence à quoi? Au fait qu'il ait déserté le pays pour aller à l'extérieur. Et là-dessus, ce qui est confié, c'est que, en réalité, le code de la justice militaire fait référence à une disposition qui stipule que tout militaire, en tout cas, qui quitte le pays en temps de paix, ne respectant pas le délai qui a été donné, voilà, peut justement courir le risque d'être radié. Et s'il est radié, on peut ne pas le poursuivre, voilà, comme aussi il y a la possibilité d'être poursuivi. Et pour ce qui est du cas de Zida, il a été radié, mais en même temps poursuivi. Et j'aimerais quand même aussi revenir sur cette disposition du code de la justice militaire qui fait référence à la désertion de Zida. C'est l'article 170 de la justice militaire qui stipule, je cite pour vous, est déclaré déserteur à l'étranger en temps de paix tout militaire qui, hors du territoire national à l'expiration du délai de 6 jours après celui fixé pour son retour de permission, de congé, de mission ou déplacement, ne se présente pas au corps, au détachement, à la base ou formation à laquelle il appartient, de l'aéronef ou du navire à bord duquel il est embarqué. Voilà un peu ce que dit, de façon résumée, la disposition, l'article 170 du Code de la justice militaire. Alors, après, on va dire la procédure disciplinaire, le conseil d'enquête qui avait en charge le dossier a fait savoir que, ou sinon convenu, de la radiation de Isaac Zida parce qu'il n'a pas respecté, tel qu'on le voit dans la disposition, il n'a pas respecté les délais qui a été justement donné par le code de la justice militaire. Donc il a été rayé des effectifs de l'armée nationale. L'autre dossier, c'est le dossier, on va dire, de l'insurrection populaire. Voilà. On va dire plus précisément l'enquête sur les morts de l'insurrection populaire d'octobre 2014, qui est aussi, à mon sens, et je pense, l'autre boulet pour ce qui est des dossiers qui pèsent sur Yacouba Isaac Zida. Et il ressort que, pour ce qui concerne ce dossier-là, que la plupart des chefs militaires et même des militaires de rang, Isaac Zida est constamment cité nommément. Donc là-dessus, c'est comme pour dire que, essentiellement et pour l'heure, ce sont ces dossiers-là qui handicapent la venue d'Isaac Zida au Burkina Faso. Et il va sans dire que si c'est le cas,
Alors que, comme je l'ai dit, le MPS avait préparé depuis longtemps la venue de Zida et n'était pas tant que ça inquiété de son retour. On ne comprend pas pourquoi il n'est pas venu. Surtout qu'on a pu voir au cours de l'actualité de la semaine dernière que déjà même à travers les réseaux sociaux, il y avait une certaine spéculation. Il y a eu d'abord cette note-là du président du MPS, en la personne d'Augustin Loada, qui avait fait sortir une note, un communiqué, apprenant que leur candidat faisait l'objet en tout cas de poursuites et que sa venue pourrait être compromise. Et par la suite, il y a les autorités gouvernementales qui ont également donné une réponse pour démentir cette information-là, comme quoi les autorités, en tout cas, n'étaient en rien concernées par cette question-là et que cela relèverait plutôt de l'ordre judiciaire et non du cadre politique. Donc, des spéculations comme ça qui, à mon sens, devraient plutôt pas aller dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans la période électorale, c'est pratiquement chaud entre les différents partis politiques, mais je me dis que si les autorités viennent à interférer par moment dans, on va dire, l'ordre judiciaire, ce n'est pas de leur rôle, ce n'est pas de leur ressort. C'est vrai que le démenti visait à indiquer que ce qui est dit dans le communiqué du MPS, voilà, ne l'incrimine pas et qu'il se départit. Mais l'autre chose, c'est que le fait de répondre, comme on dit souvent, qui s'excuse s'accuse. Voilà. C'est comme si, en réalité, le gouvernement n'était pas loin des accusations qui lui sont portées. Qu'à cela ne tienne, on va dire que tout le dossier ou toutes les affaires reposent véritablement sur l'ordre judiciaire. Si Zida revient et que à sa descente d'avion, on doit l'interpeller, c'est le judiciaire qui doit demander cela. Si, tant qu'on sait que bien sûr, il y a un mandat d'arrêt international qui pèse sur lui, si c'est justement cette démarche-là, c'est le judiciaire qui doit en tout cas, on va dire, prendre cette décision-là et non le politique. Donc là-dessus, on espère que c'est les valeurs qui guident notre justice qui vont faire en sorte que, pour ce qui est du cas Zida, les choses aillent dans le bon sens. Je veux dire, d'être véritablement impartial, d'assurer les règles véritablement qui sont celles qui relèvent de la justice, afin que chacun puisse répondre des actes qui lui sont reprochés. Parce que quand cela ne tienne, ce que l'on sait depuis longtemps et qui concerne Yacouba Isaac Zida, c'est qu'il devait être auditionné. Et il n'a pas été disposé pour la justice. Voilà. Donc la plupart des dossiers que je viens de citer, ce sont des dossiers en réalité où il doit être auditionné. Voilà. Donc ce n'est que ça. Voilà, ce n'est en réalité que ça. Voilà. Maintenant, si ça dépasse là, bon, je ne peux pas taper le sable sur votre autre plateau, mais on attendra pour voir ce que ça va donner. Et autre chose, pour terminer, et au regard de tous ces faits-là, les questions qui nous taraudent, c'est pour parler de la population de façon générale, vu que bientôt les candidatures, ou sinon le dépôt des candidatures pour l'élection présidentielle est en vue, vu que les joutes électorales vont bientôt entrer plein pied dedans, parce qu'on est en octobre bientôt, aujourd'hui c'est le 28 septembre, à la fin de cette semaine on sera déjà en octobre. Qu'est-ce que le MPS concrètement envisage au vu de ce constat-là? Est-ce que Isaac Zida va véritablement revenir au pays? C'est des questions auxquelles en tout cas beaucoup de personnes, et même sur les réseaux sociaux, on voit que les spéculations vont bon train. Certains disent qu'il va revenir, mais il faut nécessairement qu'on puisse lui garantir qu'il pourra déjà participer aux joutes électorales. Et ça, c'est des tractations qui doivent être faites avec le gouvernement. Et c'est là que je dis que si des tractations doivent être faites encore avec le gouvernement, c'est qu'on ne se retrouve plus dans l'ordre judiciaire. Voilà. Donc, c'est des questions qu'on espère en tout cas vont trouver réponse pour nous conforter et faire en sorte que surtout, on sache que c'est surtout la justice qui fait son travail et qu'il n'y a pas de connotation politique dans cette affaire. Moi, en tout cas, c'est ce qui m'importe. Et je pense aussi que c'est ce qui doit importer l'ensemble des citoyens burkinabés. Que la justice fasse son travail et qu'on ne mette pas la connotation politique en jeu. Sinon, on s'écarterait véritablement des valeurs qui nous guident et pour lesquelles, en tout cas,
on veut le développement de notre pays. Bien sûr, Rachid, et nous, on invitera peut-être le MPS à être plus clair dans ses communiqués, parce qu'on se rappelle du communiqué qui est sorti pour annoncer donc que leur candidat ne sera pas là finalement pour leur congrès. Ils ont parlé d'autorité qui aurait fait ci, qui aurait fait ça, mais vous parlez d'autorité. Mais c'est qui? C'est qui l'autorité? Peut-être que si on avait peut-être des noms ou bien on nous dirigeait carrément vers le gouvernement, ou bien on parle d'autorité judiciaire, ou on parle, en tout cas quand on nous fixe, l'autorité c'est qui en fait? Parce que quand on parle d'autorité, on ne sait pas c'est qui et ça nous permet pas de juger, ça nous permet pas de bien analyser les choses. En tout cas, lors de ce congrès, on a entendu aussi donc le professeur Augustin Loada dire que si Yacouba Isaac Zidane ne venait pas, ils iraient donc le chercher. Tout à fait. Donc Rachid, attends-toi à ce que de toute façon on parte du côté du Canada pour amener leur candidat. Tu as bien vu lorsque tu as fait référence au communiqué du MPS. Ce qui est intéressant, et je l'ai dit dans mon propos en début, c'est de faire en sorte que cette affaire-là, elle n'ait pas une connotation supplémentaire en politique. Il faut qu'on laisse la tâche au judiciaire de jouer son rôle et laisser également le politique jouer son rôle politique. Si toutefois ces deux rôles-là sont confondus, finalement, c'est comme si on se retrouve dans l'anarchie et la dérision. L'autre chose, c'est vrai, il est cité, il n'est pas du moins cité clairement les autorités en question. Je n'ai pas voulu dire, mais tu l'as dit. C'est vrai, c'est comme si ce sont des choses qui se passent en coulisses et sans le dire, on veut que ce soit plutôt le commun des Burkinabés qui le décrypte. Voilà. Certes, il peut y avoir parmi les autorités des personnes qui ne souhaitent pas la venue d'Isaac Zida. Et ça, on est bien d'accord. Mais nous sommes en train de parler d'intérêt général. Et c'est ce qui vaut. Et si nous parlons d'intérêt général, voilà pourquoi je parle, ou du moins je fais référence au respect des institutions que sont le judiciaire. Et également, l'exécutif, vous parlez pratiquement de nos autorités au niveau gouvernemental. Il faut que chacun puisse jouer son rôle comme il se doit. Il ne faut pas qu'il y ait d'interférence, sans quoi on pourrait facilement tomber dans le néant. Et c'est ce dont je parle. Et j'espère que, en tout cas, ce qui anime le gouvernement, déjà qu'il y a eu ce démenti-là, ça ne donne pas raison à ceux qui pensent que, comme je l'ai dit, celui qui s'excuse s'accuse. Voilà. Merci pour ces analyses, Rachid. Et ensemble, nous allons passer au deuxième sujet. Et là, on parle maintenant de la CENI. La CENI, pour la CENI, justement, c'est les préparatifs pour la réception des dossiers de candidature de l'élection présidentielle cette fois-ci. C'est cela, ce jour, on va dire 28 septembre 2020, et selon le calendrier électoral, c'est aujourd'hui que débute, on va dire, la réception des dossiers de candidature à l'élection présidentielle prévue conjointement avec les élections législatives le 22 novembre prochain. Il faut dire que ce qui nous est confié, en tout cas à travers les différentes presses du jour, c'est que pour l'occasion, la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, a pris la disposition pour que la réception se fasse dans, en tout cas, les normes. Là-dessus, il a été procédé à un réaménagement de ces locaux pour accueillir les différents candidats. Ce qu'il faut préciser, c'est que c'est une réception administrative. La réception des dossiers à l'élection présidentielle est une réception administrative et elle consiste surtout on va dire, au contrôle, à la vérification des documents constitutifs pour chaque candidat qui veut prétendre à l'élection présidentielle. L'autre chose aussi qu'il faut ajouter par cela et qui est assez intéressant, c'est que c'est la première fois pour la CENI depuis sa mise en place de jouer ce rôle-là. Celui de recevoir et de valider, on va dire, les dossiers de candidature à l'élection présidentielle. Et ce, depuis pratiquement la révision du code électoral en juillet 2018. C'était une tâche qui revenait au Conseil constitutionnel. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut faire savoir, c'est qu'une fois qu'il y a validation pour ce qui est, en tout cas, des candidatures, s'il y a validation ou non des candidatures, les réclamations pour ce qui est de l'élection présidentielle se fait au niveau du Conseil constitutionnel. Donc c'est en ce moment que le Conseil constitutionnel vient jouer son rôle. Et pour ce qui est des élections législatives, c'est le Conseil d'État qui est en charge de gérer les réclamations. On parle de phase contentieuse pour ce qui est de ce volet-là. Donc c'est une étape du processus électoral
On attend de voir ce que ça va donner. Si tant que les principaux, ou du moins les principales personnes en termes de candidats qui se sont présentés à l'opinion publique seront à même les mêmes personnes du moins à se présenter, on attend de voir. On espère que les choses vont se passer convenablement afin que la CENI joue aisément aussi son rôle. Ce qu'il faut rappeler pour achever, c'est que ce dépôt des dossiers-là court du 28 septembre, donc aujourd'hui, au 2 octobre. Donc c'est pour cette période-là qu'est prise la réception des dossiers pour l'élection présidentielle. Les candidats ont l'air d'attendre vraiment la dernière minute pour aller déposer. C'est ce qu'on a remarqué avec les législatives. Mais pour les présidentielles, je pense que la différence sera parce que déjà, on n'a pas une foultitude de candidats en tant que tel. Pour ce qui est des législatives, c'est bien plus laborieux. C'est tout normal. On espère en tout cas que, quoi qu'il en soit, cela relève des prérogatives de la CENI d'assurer cela, même si c'est je ne sais pas moi, à minuit, au moins quelques minutes, quelques secondes, et vous avez toujours, je ne sais pas moi, 10 à 15 personnes qui ne sont pas encore reçues et qui sont là, ben, il relève de votre devoir de les recevoir. Rachid, on peut s'attendre à quoi? On peut s'attendre à des candidats annoncés qui désistent et à de nouvelles têtes, par exemple, qui se présentent Je ne les connais pas tous. Il y en a qui viennent de, on va dire, se lancer pleinement en politique. Oui, il y a les indépendants. Surtout les indépendants, je ne les connais pas tous. Désistement, difficile de le dire. Mais bon, tel que la plupart, en tout cas, des candidatures ont été formulées et on a vu à travers, par voie de presse, je ne pense pas en tout cas qu'il y aurait des désistements. Plutôt, après, pour la suite, des collaborations, des fusions, oui. Voilà. Mais pour ce qui est des désistements, je ne pense pas. En tout cas, pour le moment, rien ne présage qu'un désistement pourrait se faire. Merci bien pour ces analyses. On va se retrouver quand ça sera le moment pour justement analyser cette liste. Merci. Avec le même plaisir et bonne suite. À lundi prochain. Tu restes avec nous. Nous allons faire le tour donc des villes d'affaires Istanbul, Casablanca, Bamako, Abidjan, Cotonou, Paris également et New York. Nous partons pour la météo. La société IP+, vous offre la météo des affaires.
météo des affaires vous a été offerte par la société IP+, le numéro 1 du haut débit. Mesdames et messieurs, recevez Tadi Wendpour, featuring Vital, la patronne du coupé décalé. C'est chaud. Ha. En position, tout le monde attention, on va rouler. C'est pas compliqué, prenez position, on va déranger. Quand ça commence, tu peux pas t'arrêter, tout est mélangé. Toi-même, tu te jettes sur la piste comme si tu es obligé. Ambiancé. Pour le bas, peine, un pierre-bas, tu m'as salope, non, pas pierre-bas. Pour le bas, peine, un pierre-bas, tu m'as salope, non, pas pierre-bas. Pour le bas, peine, un pierre-bas, tu m'as salope, non, pas t'élo. Pour le bas, peine, un pierre-bas, tu m'as salope, non, pas pierre-bas. C'est doux, le doux. Y'a Carab Samana, y'a Carab Wakato. Les hommes d'aujourd'hui ont beaucoup changé. Quand les femmes pensent ce qui les intéresse, c'est le Keraba. Maria est mon ami, mais son derrière est rempli. Quand on se balade, on l'arrête, nous on nous oublie. Rimini Keraba, Limini Keraba. Tu coin gabari, yeah, parni Kerabia, ça va te là. Roulez, banjo, ta ça va rouler, banjo, roulez, banjo, ratata, roulez, banjo, roulez, banjo, ta ça va rouler, banjo, roulez, ratata, roulez, banjo. Assad Kabore, Papa Markelo. Sugunti, Alran Sugunti. Qu'est-ce que t'es non? Yaral. On s'est petit, si tu connais, ça va rouler. On s'est bien pompé, on force pas, ça roule. Même quand tu vieillis, ton voiture pourrit pas. A plus forte raison quand tu connais. C'est la seule partie qui ne tombe pas. Que ça roule, ça peut faire nengue. Apacho, eh. Apacho, eh. Rouler. Qui n'aime pas ça? Qui connaît pas ça? Oh. Rouler, voiture. Ta ça va rouler, voiture. Rouler, voiture. Ratata, rouler, voiture. Rouler, voiture. Ta ça va rouler, voiture. Rouler, voiture. Ratata, rouler, voiture. Par la pointe, Saraya, par la quinte, Mimne, par la quinte, Caraba, Gonda, Tugabi, Mleka, Migmar, Tugabi, Mleka, tu got it one noir, tu got it one moukola, tu got it one point, no, Apacho, zip, sac, remonte, zip, sac, on descend, pour le bas, peine, un pierre-bas, tu m'as salope, non, pas pierre-bas. Pour le bas, peine, un pierre-bas, tu m'as salope, non, pas pierre-bas. Pour le bas, peine, un pierre-bas, tu m'as salope, non, pas t'élo. Pour le bas, peine, un pierre-bas, tu m'as salope, non, pas pierre-bas. Sadia, peine, un pierre-bas, Solange, peine, un pierre-bas. Pierre Awawo, peine, un pierre-bas, Cicely, peine, un pierre-bas. Pour le bas, peine, un pierre-bas, tu m'as salope, non, pas pierre-bas. Oh. Nous poursuivons avec l'émission de ce jour et cette fois-ci, nous passons à la rubrique invité du jour, jingle et on revient. Nous sommes à présent avec M. Souleymane Badiel, qui est le secrétaire général de la Fédération des syndicats nationaux des travailleurs de l'éducation et de la recherche, F-Center. Bonjour à vous, M. Badiel, et bienvenue. Bonjour madame et merci de m'avoir invité à votre émission. Merci d'être sur le plateau avec nous. Déjà pour commencer, nous sommes pratiquement donc à la veille de la rentrée scolaire. Dites-nous comment vous préparez la rentrée du côté donc de la F-Center. Bon, comment nous la préparons? Nous, on la prépare en regardant effectivement les problèmes qui vont se poser à cette rentrée. Et dans ce sens-là, il y a ce que nous faisons en direction des autorités pour demander ou exiger qu'effectivement des solutions soient trouvées à ces problèmes. Mais aussi, dans un autre axe, c'est préparer nos structures
afin qu'effectivement elles puissent se mobiliser et prendre en charge ces préoccupations à tous les niveaux, de sorte qu'on ait une rentrée scolaire et académique qui puisse permettre non seulement aux enfants de bénéficier d'une bonne formation, mais aux acteurs, particulièrement les personnels, de pouvoir aussi voir évoluer leurs conditions de vie et leurs conditions de travail. Et vous venez d'achever un conseil syndical. Dites-nous quelles sont les grandes conclusions de ce conseil. Bon, d'emblée, il faut dire qu'un conseil syndical, c'est une instance statutaire. Elle se tient entre deux congrès. Donc, nous sommes fixés des objectifs en allant à ce conseil syndical. Et le premier objectif, c'est effectivement évaluer les directives qui ont été prises au dernier congrès et préparer le prochain congrès. Mais il se tient aussi dans un contexte national particulier. Nous avons donc convenu d'analyser ce contexte national-là et de dégager les perspectives qui permettent, comme je l'ai dit tout à l'heure, que dans le secteur de l'éducation, nous puissions faire avancer les préoccupations qui sont les nôtres dans ce contexte-là. Et l'autre objectif, ça a été de travailler à l'élévation du niveau de conscience politique et syndicale de nos militants et aussi faire en sorte que l'ensemble de nos structures, de nos militants sur le territoire national puissent avoir une même vision, une même analyse des questions. Et à ce conseil syndical, nous avons fait le point en termes de secteurs. Et nous sommes à pratiquement 300 secteurs sur l'ensemble du territoire. En termes de comités, c'est plus de 300, presque 400. Ça veut dire que vous n'avez pas un village aujourd'hui où il y a un établissement post-primaire secondaire, où vous n'avez pas une structure ou des militants de Life Center. C'est donc une grosse machine et nous avons besoin effectivement que les gens puissent aller dans la même direction parce que la force du syndicat, c'est d'abord ça. Alors, M. Badiel, ce que les Burkinabés ont retenu de l'année académique 2019-2020, c'est que, quoi qu'on dise, le ministre de l'Éducation, Stanislas Ouattara, a eu raison sur vous, parce que vous avez boycotté les examens scolaires, mais il est arrivé quand même à l'organiser sans vous. Je crois qu'il y a eu une communication malheureuse ou intentionnée qui a été faite autour de cette question, et qui ne correspond pas du tout à la réalité. Moi, je sais d'où c'est venu, ce n'est pas les médias. Vous ne verrez nulle part nos syndicats qui ont appelé au boycott des examens. Nulle part. Si les examens ont eu lieu, avec les résultats dont certains se glorifient, comme si ça revenait à eux seuls, c'est parce que l'ensemble des acteurs, effectivement, ont travaillé. Nous avons dit que nous, on n'accompagne pas le gouvernement dans les décisions qui sont prises. Mais nous avons dit qu'une fois que certaines décisions sont prises, dont en ce qui concerne la tenue des examens, nous allons aller à l'organisation des examens, mais on ne va pas au-delà par rapport à ce que le gouvernement nous demandait parce que nous savions que ce n'était pas la voie juste. La preuve, c'est que vous n'avez pas vu nos militants et nos structures n'est pas allé en classe quand il s'est agi justement de reprendre les cours pour les classes d'examen. Et c'est parce que l'ensemble, contrairement à ce que les gens ne disent pas, c'est parce que l'ensemble des travailleurs, surtout les enseignants, se sont retrouvés pour prendre en charge uniquement les classes d'examen que ça a permis d'atteindre les résultats qu'on a avec une hausse dont certains se glorifient. Mais il n'y a pas que ça seulement. Donc, je m'inscris en faux. Nous n'avons jamais appelé à boycotter les examens. Nous nous sommes impliqués dans l'organisation des examens. Ce qui s'est passé au contraire, c'est que nos camarades se sont investis dans les classes pour préparer les enfants aux examens. Et à l'arrivée, on a exclu un bon nombre d'entre eux de l'organisation des examens. Et ça aussi, on fera le point en son temps avec les décisions qui vont avec. Alors, finalement, qu'est-ce que vous pensez de la gestion de cette année qui a été impactée quand même par la crise sanitaire de Covid-19?
C'est une gestion malheureuse parce que nous sommes convaincus qu'on aurait pu, on devrait gérer autrement. La preuve, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, on ne donne pas la bonne communication au Burkinabé. Nous, notre organisation et un certain nombre d'autres organisations, ont dit que la décision qui a été prise par le Conseil des ministres de valider l'année scolaire pour les classes intermédiaires à partir du 16 mars 2020 était une très mauvaise décision. Et c'est pourquoi notre bataille a été qu'on fasse revenir l'ensemble des élèves à un moment donné pour que nous puissions achever les programmes pour tous. Donc vous voyez qu'on n'a pas appelé à un boycott. Et nous avons dit qu'il aurait été opportun que les élèves des classes intermédiaires, du moment où les classes d'examen étaient terminées, que ces élèves-là reviennent au 1er septembre. Ça nous aurait permis, pendant qu'il y avait encore l'ensemble du dispositif en place, effectivement, de faire un travail de rattrapage, l'achever pour entamer l'année scolaire 2020-2021. Le gouvernement n'a pas allé dans une autre direction, comme si, en arguant que 70% des programmes ont été exécutés et que ça permettait de valider l'année scolaire. Vous ferez le constat aujourd'hui que le même gouvernement revient en arrière pour dire qu'il faut rattraper les programmes de l'année scolaire 2019-2020 du 1er octobre au 15 novembre. Donc ceux qui sont dans l'erreur dans cette gestion, c'est bien le gouvernement, ce n'est pas nos organisations syndicales. Alors, quelles peuvent être justement les conséquences de cette année écoulée impactée par la maladie à coronavirus sur celle qui va débuter maintenant dans quelques jours? Elles vont être énormes. Il y a déjà que le fait d'avoir laissé les enfants à la maison du 16 septembre, disons même du 14 septembre, parce qu'il y a eu le week-end avant le 16 septembre, du 14 septembre jusqu'au 1er octobre, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'enfants qui vont de fait abandonner. Ça, c'est clair. Ça, c'est un fait. Donc, on va reprendre, on aura un bon nombre de nos élèves qui ne vont plus revenir. Du point de vue pédagogique maintenant, vous avez effectivement des enfants qui sont restés à la maison de mars à octobre. Ça veut dire pratiquement 6 mois sans aller à l'école. Si vous prenez un enfant qui était au CP1 dans ces conditions, et on dit qu'il est au CP2, quel que soit l'effort que l'enseignant fera dans les 1 mois et demi de rattrapage, là, il ne peut pas exécuter le programme à une hauteur permettant à cet enfant-là, effectivement, d'être outillé pour affronter convenablement son CP2. Ça veut dire que la grande majorité, sinon l'essentiel de ces enfants-là vont aborder leur classe supérieure là avec un handicap. Les enseignants vont rattraper au fur et à mesure, mais il faut être convaincu qu'ils ne pourront pas attraper à une hauteur suffisante pour empêcher qu'effectivement cet handicap-là persiste dans le parcours de formation de ces promotions-là. Et quelles sont justement les actions envisageables donc de votre, disons, de vos syndicats au cours de cette année académique? Bon, c'est déjà attirer l'attention que même en disant de rattraper les programmes sur 1 mois et demi, il y a des problèmes que ça pose. Et nous posons ces problèmes-là, et c'est à l'autorité de trouver les solutions. Je disais là, dans le week-end au micro d'un certain nombre de médias que on dit que l'école reprend le 1er octobre avec l'ensemble des classes. Et on dit qu'il faut rattraper les programmes de l'année antérieure du 1er octobre au 15 novembre. Or, on a fait les examens. Pour les classes d'examen, ceux qui étaient dans les classes d'examen, qui ont eu le CP, qui ont eu l'entrée en seconde, qui ont eu le BP, ils seront donc là le 1er octobre avec les autres pour lesquels on doit rattraper le programme. Mais pour eux, on n'a pas besoin de rattraper un programme, puisqu'ils ont fini le programme, on a organisé les examens pour eux. J'ai dit également qu'il y a
que si vous prenez un enfant qui était en 5e, qui passe en 4e, vous avez d'autres, ses collègues, ses camarades qui étaient en 4e et qui redoublent. Les deux vont se retrouver dans la même classe, c'est-à-dire la classe de 4e. Et on dit de rattraper le programme. Bon, vous rattrapez le programme pour celui qui est en 5e, qui n'avait pas achevé son programme, ou vous rattrapez le programme pour celui qui était en 4e, qui reprend et qui n'avait pas achevé son programme. Vous voyez objectivement qu'il y a des problèmes de fond que le gouvernement n'explique pas aux populations, mais pour lesquels nous, en tant que techniciens, on ne pourra rien faire. C'est pourquoi je dis que ça va impacter négativement, effectivement, le parcours des élèves. Et bien entendu, il y a aussi nos conditions de travail, nos conditions de vie, dont un certain nombre de questions sont prises en compte dans un protocole qui est bien connu, qui est le protocole de la Coordination nationale des syndicats d'éducation. Et il y a de grands retards, sinon même qu'on constate des reculs dans la mise en œuvre de certains engagements pour la rentrée à venir. Et ça, je pense que ça n'augure pas de bonnes perspectives pour le système éducatif. Dites-nous, qu'est-ce que vous pensez aussi de la fermeture de certaines écoles privées non à jour? Ça fait partie de notre protocole. C'est nous qui l'avons demandé. Contrairement à ce que le ministère fait comme si c'est son programme, c'est nous qui avons demandé et ça est dans le protocole. Parce que nous sommes sur le terrain et nous voyons effectivement l'impact négatif de ces établissements privés dont un certain nombre... En fait, ce sont des pirates. C'est comme ça nous on les appelle. Ce sont des pirates. Vous avez des établissements. On a fait le point, on a allé trouver qu'on a des établissements à Ouagadougou qui sont dans des chambres à coucher. C'est une réalité. Et donc, c'est nous qui avons dit qu'avant, dans le protocole, on a amené le gouvernement à prendre l'engagement que, au moins avant la rentrée, chaque rentrée scolaire, le gouvernement doit publier à une certaine date la liste des établissements officiellement reconnus et qui sont dans un minimum de normes pour permettre aux parents de ne pas pouvoir aller inscrire leurs enfants dans des lieux où il n'y a pas les conditions réunies et puis après on va dire bon, ils sont déjà inscrits, il faut laisser, en sachant que ça va boucher l'avenir pour ces élèves-là. Donc, nous, on est heureux effectivement de nous être battus pour arriver à ça. Et c'est pourquoi les populations doivent comprendre que, en tout cas pour ce qui est de nos organisations, au niveau de l'éducation, quand nous formulons nos revendications, nous ne les formulons pas en termes d'augmentation salariale seulement. Nous formulons des revendications qui touchent l'institution, parce que j'ai l'habitude de dire que, bon, en tant que professionnel, on est heureux de voir que le travail qu'on fait là, il produit des résultats sur le terrain. Mais s'il n'y a pas de résultats, en réalité, s'il n'y a pas de bons résultats, quant au fond, la valorisation de notre métier là prend un coup. On est valorisé parce que la population reconnaît que ce que nous faisons là, ça apporte énormément à la société, ça a de l'utilité pour la société. Et dans ce sens, il y a des revendications que nous portons pour atteindre cet objectif-là. On se demande maintenant quel sera le sort de ces élèves-là déplacés internes. Qu'est-ce que vous proposez? Non, pour ce qui est des zones qui sont touchées par l'insécurité et surtout les dommages, les conséquences que ça engendre en termes de déplacés, d'élèves, d'abord, nous avons toujours donné, depuis l'année dernière, nous avons donné instruction à nos structures et à nos camarades de prendre toutes les dispositions avec les autorités pour accueillir ces élèves-là et de travailler avec les autorités pour qu'il y ait un minimum de conditions qui permettent, quel que soit le moment où ils arrivent, de les prendre en charge. C'est pourquoi, vous avez vu, si je sais que vous faites des enquêtes sur le terrain, vous allez à l'Est, il y a des élèves qui sont arrivés dans les établissements au mois de décembre, au mois de février, et qui ont intégré des classes. Donc, on ne les a pas rejetés. Ça veut dire que c'est une dimension qu'on intègre et qu'on comprend. Maintenant, ce qu'on demande, c'est que justement, l'État doit comprendre qu'il doit identifier les zones vers lesquelles ces élèves-là se déplacent le plus pour
augmenter les infrastructures là-bas, de sorte que quand ils arrivent, on puisse les accueillir effectivement dans un minimum d'infrastructures acceptables et augmenter le nombre de personnel. C'est pourquoi nous avons dit que quand des zones sont touchées et qu'on ne peut plus faire l'école là-bas, il faut permettre justement agir rapidement en redéployant les enseignants qui étaient dans ces écoles-là vers les zones où les élèves se déplacent pour qu'ils puissent prendre en charge leurs élèves parce qu'ils vont arriver dans des localités, si vous ne renforcez pas le personnel qui se trouve là-bas va se trouver surchargé et finalement ils feront un travail qui donne l'illusion que les enfants sont à l'école, mais du point de vue de la qualité de ce qu'on leur donne comme formation, ça ne suit pas, ça ne peut pas suivre comme ça devrait l'être. Voilà. Donc, ce sont là quelques orientations que vous suggérez au gouvernement, par exemple, pour le cas de ces élèves déplacés internes. Tout à fait. Et c'est pas nouveau. C'est des choses quand on nous invite. C'est pourquoi je dis toujours, s'il y a de la considération vis-à-vis de nos organisations, elles font toujours un travail dans l'intérêt du système éducatif et dans l'intérêt de notre pays. Malheureusement, ce qu'on constate depuis presque l'année scolaire passée, c'est qu'il y a une option de répression inutile. À la limite, moi je qualifie ça d'une méchanceté gratuite et qui vient alourdir et empoisonner le climat dans notre système éducatif. Or, on n'en avait pas besoin. Quand vous allez, vous entraînez, vous faites j'ai déjà exposé sur cette question il y a 1 an, sur la question de redéploiement. Il y a même un journaliste qui était sur le plateau avec moi qui a dit qu'ils ont défendu ça. Je voudrais l'inviter à refaire une enquête sur la question de la gestion du personnel à cette rentrée. Il se rendra compte que ce que nous disons, c'était juste, on a utilisé le redéploiement pour réprimer nos militants, mais ça n'avait pas du tout pour objectif de régler d'aller dans le sens d'une gestion rationnelle des personnels. Donc il y a ces questions. Quand vous allez suspendre le salaire de plus de 700 travailleurs et le problème est posé, vous rentrez parmi eux, vous choisissez quelques-uns et puis vous réglez leur situation, vous créez donc une situation où vous avez des agents de seconde zone et évidemment, vous n'allez pas dans le sens d'un climat de travail apaisé, d'un climat de travail serein. Ensuite, vous vous en prenez à des leaders syndicaux en les traînant devant des conseils de discipline alors que il y a... Vous voulez parler du cas Bassolma Bazié? Ah oui, c'est un fait, puisque Bassolma Bazié est un militant de base de la FCNTR. Et c'est pourquoi moi-même, je suis intervenu à ce conseil de discipline en tant que témoin, parce qu'il est mon militant de base. Et je sais de quoi je parle, je connais le dossier. Il y a des cadres pour gérer ces questions-là, quand bien même des questions de fond se seraient posées. On souhaiterait quand même que vous nous dites quelque chose, parce que vous avez participé donc à ce conseil de discipline. Dites-nous, rappelez-nous encore ce qu'on reproche à Bassolma Bazié. Non, je ne vais pas rentrer dans le fond du dossier, mais ce qui est public et tout le monde connaît, c'est qu'on reproche au camarade Bazié d'avoir exécuté un volume hebdomadaire horaire en deçà de ce qu'on lui demandait d'exécuter. Parce qu'il faut le rappeler, les professeurs d'SVT au lycée Philippe Zenda Kaboré. Il est professeur de SVT au lycée Philippe Zenda Kaboré. Mais il y a que la convocation, c'est un huissier qui lui a amené ça à la bout du travail. On ne lui a pas donné la convocation au lycée, encore moins à son domicile. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que moi, je suis un responsable syndical depuis des années. Je connais ce qui se passe dans cette question. J'ai dit que vous n'avez pas... Bassolma Bazié est un secrétaire général d'une confédération. Une confédération, c'est au-delà des syndicats professionnels, c'est au-delà même des fédérations. Or, nous sommes une fédération. Je ne connais pas un seul syndicat, un seul responsable d'un syndicat dans le secteur de l'éducation, post-primaire et secondaire, là, pour lequel son établissement n'aménage pas son volume horaire pour lui permettre de faire son travail syndical. Ce n'est pas suffisant, mais c'est une réalité. J'ai dit,
dans le cadre de l'élaboration du statut qu'on a signé avec le gouvernement, nous avons été plusieurs fois absents pour l'élaboration de ce statut-là. On n'a pas perdu moins de 2 mois pour ça. Si vous me donnez 4 classes et qu'en même temps je dois être absent pendant 2 mois pendant l'année scolaire pour faire un travail officiel, je ne peux pas m'organiser pour faire efficacement la formation des élèves. Par contre, et je l'ai dit, je l'ai répété là où ça doit l'être, moi j'ai toujours tenu des classes d'examen. Même à la rentrée scolaire passée, l'année scolaire écoulée, j'ai tenu une classe de terminale. La classe de terminale que je tenais, elle a fait 100% au bac. Mais si j'avais plusieurs classes, les absents que je fais là ne me permettent pas d'aménager mon emploi de temps pour rattraper. Parce qu'il s'agit, quand on revient là, on doit rattraper pour que les élèves effectivement aient la formation nécessaire. J'ai dit, je ne suis pas en classe pour faire plaisir à quelqu'un parce que juste il y a un enseignant en classe. Moi, je veux être en classe de sorte que demain, quand je croise mes élèves, ils me félicitent parce qu'ils estiment que j'ai apporté quelque chose pour qu'ils deviennent des gens dans la société. Et c'est ça le fond du problème. Le deuxième fond, c'est que le gouvernement a pris des engagements pour effectivement régler la question des permanents syndicaux, qui existent dans beaucoup de pays. Vous allez au Bénin, vous allez au Togo, autour de nous, vous allez au Ghana, il y a des permanents syndicaux. Et le gouvernement a pris l'engagement de régler cette question depuis 2010. Pourquoi les gens ne se posent pas la question? Pourquoi le gouvernement ne respecte pas ses engagements qui auraient pu permettre à à des institutions comme nos organisations de pouvoir faire leur travail et continuer à apporter leur contribution là où il le faut. Vous avez posé des questions par rapport à notre contribution sur le déroulement de l'année scolaire. Je vous ai indiqué ce que nous faisons. Ça veut dire que nous sommes une institution et on doit le reconnaître comme tel. Je connais beaucoup de responsables qui sont dans l'éducation. Vous allez dans les mairies, dans les choses, ils sont nombreux, qui sont des conseillers, qui sont des maires. Mais vous croyez qu'ils font 18 heures en classe? Est-ce qu'il y a un texte qui leur autorise de faire moins que ça? C'est le fond du problème qui est posé. Donc, il faut que le gouvernement, effectivement, sache raison garder et, effectivement, agir sur les questions qui sont les questions de fond. Nous avons compris qu'on a voulu nous dévier par rapport à ce conseil de discipline-là. Mais je l'ai dit aussi, nous restons sereins et nos organisations ont connu pire que ça. Mais elles ont géré, elles vont gérer la situation. Est-ce que très souvent, le gouvernement est réceptif de vos doléances en général? Non. Non. Le constat que je fais, c'est que quand le gouvernement véritablement bouge sur nos préoccupations, c'est qu'on l'y a contraint. Or, je dis toujours que quand une organisation syndicale dépose une plateforme, elle attend même qu'on l'invite à discuter de la plateforme, à trouver des solutions, avant même qu'elle aille vers éventuellement des actions. C'est vrai que les gens voient la grève, mais la grève est toujours l'action, la dernière action. Elle n'est jamais la première action. Quand vous voyez nos organisations aller en grève, c'est qu'elles ont déposé des plateformes depuis des mois. Il n'y a pas eu effectivement le travail qu'il lui fallut faire en termes de dialogue, en termes de négociation pour permettre effectivement d'avancer sur les questions qui sont posées. Et on chante le dialogue social, hein, mais quand vous regardez à l'analyse, il n'y a pas un travail du gouvernement qui est fait et qui montre qu'effectivement nous sommes des partenaires. Un partenaire, on discute avec lui, c'est ça, et on le consulte. Mais la tendance aujourd'hui, c'est que le gouvernement, beaucoup de ministres pensent qu'ils peuvent opposer un bras de fer avec les organisations syndicales quand, d'autre part, ils ne cherchent pas à les utiliser pour qu'ils soient à leur remorque, comme si c'était des structures de l'administration qui doivent être à leur service pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs politiques. Ce n'est pas ça le rôle de nos organisations. Merci à vous, M. Badiel. C'est presque fini pour notre entretien. Un mot de fin avant qu'on ne se quitte. Bon, le mot de fin, c'est dire aux collègues que la rentrée scolaire et académique est là, avec ses problèmes,
c'est de travailler à ce qu'effectivement nous restons dans nos cadres, renforcer nos cadres. C'est ça qui va nous permettre non seulement de faire avancer nos préoccupations, mais aussi de jouer notre rôle qui est celui d'éducateur, le rôle qu'on nous a confié dans la société. Merci à vous d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que dans l'entretien du jour, nous recevions comme invité M. Souleymane Badiel, qui est secrétaire général de la Fédération des syndicats nationaux des travailleurs de l'éducation et de la recherche, F-Center. C'est ainsi que s'achève notre entretien de ce jour. Nous poursuivons en musique, donc le temps de continuer avec l'émission du jour. Africator. Un passement de gens pour les feinter, on s'en fout de ce que peuvent penser les gens. En tout Awaga, si c'est familier, vas-y viens, on t'attend. Tu veux danser, l'ambiance est assurée posément. Tu veux t'amuser, on fait allô, allô. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Je dois travailler. On voit tous les jours, c'est même chose. Si c'est pas Paris, c'est Lagos. C'est vrai que tu aimes les bonnes choses. C'est vrai que tu as les bonnes choses. Mais faut faire pause, 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 pause. On m'a fait pause, 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 pause. Oh mon chéri, tu m'as promis des perles et des merveilles. Oh mon bébé, maintenant tu m'as eu, tu rejettes mes appels. Ma voiture, ma voiture, mon argent. Mon chéri, ma pommade est finie, mon argent. Allô, allô, attends, c'est quoi quand même ton problème là? Allô, tu me réseau bien. Y'a quoi? Un passement de gens pour les feinter, on s'en fout de ce que peuvent penser les gens. En tout Awaga, si c'est familier, vas-y viens, on t'attend. Tu veux danser, l'ambiance est assurée posément. Tu veux t'amuser, on fait allô, allô. Amusement, on fait allô, allô. On fait allô, allô. Allo, allo, mbasida, nombeye, wamanya bada kumkane. Because my baby baba, nyamyi to the kare, tika pati yomba, ayo. Pati yomba, ligida yimpi yimba. Pati yomba, baram para. Oh, yamyi laza badama. Allô c'est qui, pendant cette heure, c'est ton bon petit, ah là là. J'ai plus de crédit, ah là là. On paie plus crédit, je suis dans portant comme sonnerie. Ce que tu dis là c'est connerie. Pardon, faut pas casser connerie. Quelqu'un qui suit des embouts de sorcellerie. Hey, c'est pas la peine, on fait la gueule parce qu'il n'aime pas la peine. Quand on sort là, on est bien sapé. Toi quand tu sors, tout le monde veut te zapper. J'ai dit. Allo, allo. Allo, allo. Allo, allo. Un passement de gens pour les feinter, on s'en fout de ce que peuvent penser les gens. En tout Awaga, si c'est familier, vas-y viens, on t'attend. Tu veux danser, l'ambiance est assurée posément. Tu veux t'amuser, on fait allô, allô. On fait allô, allô. On fait allô, allô. On descend, on remonte. Aïe, 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 on descend. Toi-même tu sais. On remonte, on descend. Je dois raccrocher. Oh, j'ai pas le temps. Te pedí ya no. Hola, ¿qué crédit là? Alors, loco. C'était très bien, on reprend. Chérie, avec toi, pas de gourmet. Baby, avec toi, pas de gourmet. Chérie, avec
Avec mon sang, je t'arrose, baby. Oh, dans cette vie où tout passe si vite, tout amour est éphémère. Dans cette vie où tout passe si vite, la vie même est une chimère, baby. Je te promets une chose, l'amour m'épousera près de toi. La meti folam data, manam paga, ndolo bura jele gobiye. La meti folam data, manam paga, ndolo bura jele gobiye. Si belle telle une libellule, folam data. Si douce belle ma hirondelle, je peux mourir pour toi. Si belle telle une libellule, folam data. Si douce belle ma hirondelle, je peux mourir pour toi. Baby, si ton amour pour moi est fini, pas de soucis, pas de soucis. On pourra utiliser mon amour, mon amour, mon amour. En attendant ton amour, ton amour, ton amour. On pourra non le pile façon bilouan. Raya est un amboula mais. On pourra non le pile façon bilouan. Raya est un amboula mais. L'amour m'épousera près de toi. Oh, la meti folam data, manam paga, ndolo bura jele gobiye. La meti folam data, manam paga, ndolo bura jele gobiye. Si belle telle une libellule, folam data. Si douce belle ma hirondelle, je peux mourir pour toi. Si belle telle une libellule, folam data. Si douce belle ma hirondelle, je peux mourir pour toi. Belle telle une belle fleur, ma belle. Belle telle une belle fleur, c'est elle. Belle telle une belle fleur, ma belle. Belle telle une belle fleur, c'est elle, ma belle. Oh, et man is back again. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Langue fourchue. Y a-t-il un premier magistrat dans la ville de Ouagadougou? Telle pourrait être la question. La capitale du Moutalan, voulant se réclamer des grandes capitales mondiales dignes de ce nom, a entrepris une série de mutations depuis l'Homo Corticus, j'ai nommé Tonton Simpson. Ah, que je regrette ce temps. Les descentes légendaires du Simonet dans les rues de Ouagadougou, les yards et autres coins bizarres de la ville. Que d'insultes sur ce bonhomme qui avait à cœur de transformer la capitale sauvage du Burkina en une ville civilisée pour le bonheur de ses habitants, mais aussi, surtout, pour les touristes. Pour arrêter l'expansion sauvage de sa ville, il aurait d'ailleurs dit que Ouagadougou n'était pas fait pour tout le monde. En clair, ne devrait pas vivre dans sa ville qui veut, mais qui peut, et surtout qui accepte de se plier aux règles d'une ville moderne et développée. Hélas, en son temps, il en avait pris pour sa taille. Bref, des années après son départ de l'hôtel de ville de Ouagadougou, de l'hôtel de ville, je vous l'ai dit, et après le passage transitoire d'un président de délégation spéciale qui avait lui aussi à cœur les changements de mentalité, je me demande encore s'il y a réellement un maire dans cette ville. Plus anarchique que jamais, Ouagadougou développe chaque jour de nouveaux phénomènes aussi insolites que dérangeants à tout point de vue. Le phénomène que j'expose ici n'est pas nouveau, mais prend de plus en plus de l'ampleur. L'élevage en milieu urbain. En dehors des odeurs nauséabondes qui viennent vous fouetter les narines après que vous ayez dégusté un poulet légendaire de je ne dirai où, vous avez 1500% de chances de rentrer dans une vache, un cochon, une chèvre, un chien ou un mouton en rentrant après votre dernière moutakina. Sans jurer, on se croirait au pays de Gandhi où la vache, très sacrée, est la reine des avenues et des ruelles et tout le reste. La vache, là je jure. Mais hélas, n'est-ce pas la chair de cette même vache, ce pur délice qui trône dans la quasi-totalité de nos menus, viande dont on n'a aucun respect dans le transport de l'abattoir aux boucheries. Là d'ailleurs, je me pose la question du visa vétérinaire qui décore, tel des tatouages, certaines parties de nos carcasses,
et que même les bouchers clandestins exhibent comme une garantie de la qualité de leurs douteuses marchandises. Pour en revenir à nos cochons, excusez-moi de ce petit détour, la mode et le nouveau goût pour l'élevage que certains de nos cons, mais pas très citoyens, se sont découverts devient de plus en plus embarrassant. Des nuisances sonores aux troupeaux de bêtes qui vous empêchent de circuler tranquillement, aux poulets justement qui vous interpellent quand un de ces troupeaux vous retarde au feu vert et que vous finissez par passer à l'orange, je me pose des questions. Ouaga est-elle devenue un pâturage verdoyant à ciel ouvert où les moutons et autres vaches viennent librement brouter sur le bitume ou ce qui s'y apparente? Bien vrai qu'après une bonne inondation, certaines de nos voies laissent pousser quelques plantes exotiques et suaves dans les gueules de ces gentils ruminants, mais tout de même. Ponctuellement, la brairie de Ouagdaville organise des opérations de récupération de ces bêtes solitaires qui battent le pavé de la ville sans être autant gazés que Bassolma et tous sont derrière, mais cela reste largement insuffisant. Mais que voulez-vous? Le Bewendus dilus à d'autres éléphants à fouetter, lui qui emboîte les pas de certains devanciers dans la conservation et la rénovation du patrimoine. Suivez mon regard. De toute façon, que rapporte la mise en fourrière d'un millier de têtes d'ovins ou de bovins en villégiature dans notre belle capitale par rapport à la réfection d'un joyau des indépendances, vétuste et refuge de chauves-souris, à un petit coup de milliards? Ce n'est pas nouveau au Moutalan. Je vous le dis car en vérité, les animaux mis en fourrière sont comme les engins de leurs propriétaires. Dès que pris dans les filets des poulets de proximité, restitués après paiement d'une mignonne petite contravention, ils se retrouvent presque immédiatement encore en infraction. Ça en devient lassant pour les agents de la municipalité. Alors, vaudrait mieux faire de la rénovation de bâtiments historiques que de s'encombrer de fioritures en réglementant la circulation pour les vaches. Ouagdaville mérite plus que cela et les Moutalandais ont besoin d'un peu plus de quiétude pour gagner leur pain du jour. Si quelqu'un peut faire quelque chose pour garder le statut de parcelle à usage d'habitation et non à visage d'élevage, je lui verserai volontiers une bonne rasade de Tchapalo. En attendant, il y a des orphelins, des prisonniers et autres indigents pour qui la viande est un grand luxe. Donc si on ne fait rien du sinistre Bassière pouvait nous débarrasser de ces cornus, la capitale du Moutalan ne s'en porterait que mieux. Ma solution, une glacière. C'est décidé. Chaque animal que je me prendrai en circulation finira débité et bien au frais dans ma glacière pour mon barbecue ultérieur. S'en fout du visa vétérinaire. Et je vous conseille d'en faire autant puisque les moutons et autres vaches ne sont pas encore sacrés à Bewenville. Bonne dégustation. Merci Patrick Gampene, sacré président donc du Moutalan. Merci à toi et rendez-vous mercredi donc pour une autre langue fourchue comme tu le dis habituellement. Et cette fois-ci, nous recevons des invités surprises sur le plateau de Bonjour le Faso. Nous sommes avec des jeunes en tout cas, et qui sont des jeunes talentueux puisqu'ils ont reçu des prix. Ils sont donc une équipe de clap à herbe, une équipe donc qui a remporté les JKO 2020, les JKO qui sont donc les journées du cinéma amateur de Ouagadougou, qui s'est tenue du 22 au 24. Nous sommes avec des élèves du lycée privé Benaja. Donc on vous dit bonjour. Oui. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Nous sommes avec mademoiselle Dakou Rachel. Mademoiselle Dakou Rachel qui est la réalisatrice donc du film, votre film qui a d'ailleurs remporté le meilleur film, donc le premier prix à ces JKO. Alors tout de suite, ce que nous souhaitons savoir, c'est l'histoire du film. Donc, je me tourne vers la réalisatrice Dakou Rachel. Expliquez-nous en fait l'histoire de votre film. Oui, notre film intitulé Yiré parle d'un élève qui veut réussir à son bac à tout prix, malgré que son père ait été tué lors d'une attaque terroriste. Donc, il va mettre tout en œuvre pour atteindre son objectif. C'est aussi montrer que peu importe les obstacles que nous affrontons dans la vie réelle, il ne faut pas baisser les bras, il faut toujours avancer. Il faut toujours avancer. Oui. Donc c'est une histoire intéressante quand
pouvoir parler donc de ce film, de cette histoire. Un élève qui va tout mettre en œuvre pour justement donc réussir à son bac malgré les difficultés de sa vie au sein de sa famille. Et l'élève qui a interprété donc le rôle, l'acteur principal, c'est justement Monsieur Zougrana Omer César qui est sur le plateau, le seul monsieur d'ailleurs de ce plateau. Alors vous avez joué le rôle de Raogo qui est l'acteur principal, c'est cet élève là aussi qui souhaitait réussir à son examen. Dites-nous comment vous êtes senti donc dans ce personnage. Vraiment, je me suis senti vraiment très heureux parce que être acteur principal, c'est pas facile. Parce que c'est sur toi qu'on, chaque fois, on crie, c'est pas bon, fais ceci, fais cela. aussi j'ai pris aussi des risques aussi. Par exemple, au niveau du barrage, je me suis adouci et puis j'ai enlevé. Donc ça veut dire que dans le film, il y a une partie où vous avez tourné dans un barrage. Oui. Parce que c'est déjà dans le cadre du village, quoi. Voilà. Donc là aussi j'ai eu un peu peur. On va tomber dans l'eau. Je suppose que c'est le choix quand même de la réalisatrice et bien sûr en collaboration avec celle qui a cadré donc ce film, qui était cadreuse donc de ce film, qui a d'ailleurs remporté un prix aussi, le prix du meilleur donc cadrage de ce festival. Alors elle, c'est justement Zané Patricia. Déjà, dites-nous dans quelles conditions vous avez tourné ce film, comment ça s'est passé sur le terrain. Sur le terrain, ça n'a pas été facile, puisque comme c'était dans un village, il y avait trop de soleil aussi. Donc, il y avait trop de soleil. Oui. Attends, mais le soleil du Burkina, de Ouagadougou, tout le monde est habitué. Oui, c'est ça. Et puis les acteurs étaient grands de taille. Donc ça n'a pas été facile pour moi. Je comprends. Oui. Ça veut dire quoi? Vous avez eu des soucis de matériel aussi? Non, le matériel était là. Ah d'accord, donc c'est comparativement à votre taille. En tant que cadreuse, je suppose que la caméra est à la taille de la cadreuse, mais donc si l'acteur, bien sûr, dépasse la cadreuse, c'est un peu difficile. Oui, on le voit visiblement sur ce plateau, mais ça n'a pas été impossible puisque vous avez reçu le prix donc, de la meilleure cadreuse, donc le prix du meilleur cadreur donc, de ce concours. Donc le concours dénommé Journée du cinéma amateur de Ouagadougou, qui s'est tenu du 22 au 24. Alors, maintenant, on a donc deux acteurs aussi avec nous. Les deux demoiselles sont des acteurs. Et je me retourne vers la réalisatrice. Dites-nous, après avoir remporté ces deux prix-là, quel est le sentiment qui vous anime? Je suis vraiment heureuse, puisque l'objectif, c'était de remporter le prix du meilleur film au tout départ. Et nous avons tous travaillé pour être récompensés aujourd'hui. Donc nous sommes vraiment très contents. Est-ce que vous avez eu l'accompagnement de votre établissement? Oui, ils ont été là. Ils nous ont soutenus jusqu'à la fin. Et particulièrement notre parrain, M. Sinaba, qui nous a soutenus sur tous les plans. Sur le plan au niveau du scénario et sur le plan financier, en nous donnant également quelques conseils. Il nous a vraiment J'allais en aidé. venir parce que justement, donc, vous avez pour parrain le PDG de Savan Media, M. Boubacar Zidadi Sinaba. Alors, quand vous l'avez approché, parce qu'il est dans le cinéma, il est réalisateur par ailleurs aussi, quand vous l'avez approché justement pour vous accompagner, dites-nous quand même comment il a réagi. Nous sommes venus le voir avec notre scénario qui était en phase d'écriture. On lui a raconté l'histoire. Bon. Et il nous a donné quelques conseils. Il dit, on avait aussi l'idée, notre idée c'était de tourner ça en Morée. Et il nous a encouragés. Il a également donné son avis pour la fin du film, puisque la fin devait être un peu triste. Mais il nous a dit d'adoucir ça pour montrer un peu que le terrorisme ne doit pas être un obstacle
Donc, il vous a conseillé avec ses idées, bien sûr. Il vous a accompagné avec des idées, il vous a accompagné donc financièrement. En tout cas, c'est l'occasion pour vous donc de remercier ces personnes-là qui vous ont accompagné, n'est-ce pas? Oui. Merci bien, merci à vous donc d'être passé sur le plateau. Est-ce que vos projets aussi, parce qu'il faut le reconnaître, c'est vrai, on parle du cinéma amateur, mais est-ce que dans l'avenir, vous voyez dans ce métier? Moi, je suis contente parce que c'est une réalisatrice. On ne parle pas donc d'un réalisateur, c'est pour dire, je ne suis pas féministe, mais c'est pour dire que c'est une femme qui est au-devant des choses et elle a remporté un prix. Et en plus, il y a une cadreuse, donc c'est une cadreuse et pas un cadreur, et elle a remporté le prix. Donc, ça veut dire quand même que... il y a l'avenir dedans, vous avez peut-être de l'avenir dedans. Est-ce que vous avez quand même des projets dans ce sens? Oui. Je pense vous voyez vraiment réalisatrice dans l'avenir? Oui, je suis en terminale et je compte aller à l'ISIS après le bac. Oui. Ah oui. Est-ce que c'est à travers Clapanet que vous avez eu l'amour du cinéma? Oui, c'est à travers la formation. Oui, que j'ai eu cet amour du cinéma. Alors, Madame la cadreuse, dites-nous, est-ce que vous voyez dans l'avenir cadreuse vraiment de grands projets comme des grands films du PDG Boubacar Zida Dissinaba Poukapa ou de grands autres réalisateurs du Burkina Faso? Vous voyez cadreuse dans ces films-là? Oui, moi, mon souhait, c'est être une grande cadreuse. Ok. D'abord, je vais dire merci à notre formateur. C'est grâce à lui qu'on a pu rapporter ce prix. On ne croyait pas le jour quand on a appelé notre nom que meilleur film. Pour l'émotion. Donc, on dit merci beaucoup à tous ceux qui nous ont soutenus. Tant mieux. Alors, on va vous souhaiter du succès et surtout, la première des choses, c'est de travailler bien à l'école parce que c'est parce qu'on travaille bien à l'école qu'on peut avoir l'autorisation des parents donc de s'aventurer dans des projets de films ou d'autres projets artistiques. Et on vous souhaite bon succès et que vivement donc vos projets soient des projets réussis, des réussites tout simplement. Merci à vous d'être passé. Nous étions donc avec des élèves du lycée privé Benaja, des élèves qui ont participé aux journées du cinéma amateur de Ouagadougou qui s'est tenue à Ouagadougou bien sûr du 22 au 24. Et ces élèves-là, l'établissement a remporté justement 2 prix, notamment le prix du meilleur film et le prix donc du meilleur cadrage. Ils étaient là sur ce plateau pour justement nous présenter ces 2 prix. Et je rappelle que leur parrain, bien sûr, c'est le PDG de Savane Media, Boubacar Zida Dissinaba. Je vais vous raccompagner avec ceci. Avec toi, pas de gourmet. Baby, avec toi, pas de gourmet. Chérie, avec toi, pas de gourmet. Baby, avec toi, pas de gourmet. Si belle telle une libellule, faut la même bataille. Si douce, belle ma hirondelle, je peux mourir pour toi. Si belle telle une libellule, faut la même bataille. Si douce, belle ma hirondelle, je peux mourir pour toi. Telle belle fleur dans mon jardin, chaque matin je t'arrose. Telle une belle rose dans mon cœur, avec mon sang je t'arrose, baby. Oh, dans cette vie où tout passe si vite, tout amour est éphémère. Dans cette vie où tout passe si vite, la vie même est une chimère, baby. Je te promets une chose, l'amour m'épousera près de toi. La metti folam data, manam paga, ndolo bura chele gobiye. La metti folam data, manam paga, ndolo bura chele gobiye. Si belle telle une libellule, folam data. Si douce belle ma hirondelle, je peux mourir pour toi. Si belle telle une libellule, folam data. Si douce belle ma hirondelle, je peux mourir pour toi. Baby, si ton amour pour moi est fini, pas de soucis, pas de soucis. On pourra utiliser mon amour, mon amour, mon amour.
Nonglum pile façon bilouin. Raya estinambula me. L'amour m'épousera près de toi. Oh, mais la metti fulam data. Manam paga. Ndolo bura jele gobiye. Mais la metti fulam data. Manam paga. Ndolo bura jele gobiye. Si belle, telle une libellule. Fulam data. Si douce, belle ma hirondelle. Je peux mourir pour toi. Si belle, telle une libellule. Fulam data. Si douce, belle ma hirondelle. Je peux mourir pour toi. Belle fleur, ma belle. Belle telle une belle fleur, c'est elle. Belle telle une belle fleur, ma belle. Belle telle une belle fleur, c'est elle, ma belle. Oh, et man is back again. Nous poursuivons avec l'émission de ce jour et puis bien sûr pour clore, nous revenons à la rubrique à la découverte 2 et cette semaine je rappelle que nous présentons donc des symboles des rois du Yatenga, notamment le Naba Yadega, Naba Congo et Naba Tigré. Et cette semaine nous sommes toujours donc dans le Yatenga et cette fois-ci pour parler justement donc des places, des ronds-points et symboles de grands chefs du royaume du Yatenga. Ils sont nombreux à avoir marqué l'histoire donc de ce royaume, mais nous avons choisi de marquer un arrêt sur Naba Yadega, fondateur du royaume du Yatenga, Naba Congo, fondateur de Wayuguya et Naba Tigré, le rassembleur et le réconciliateur. Les habitants de Wayuguya et les visiteurs côtoient quotidiennement les places, les ronds-points et symboles qui rappellent le passage des rois du Yatenga que sont Naba Yadega, immortalisé à travers un rond-point dans la ville de Wayuguya, Naba Congo, symbolisé par une place dans la ville, et Naba Tigré, qui est honoré aujourd'hui encore par un rond-point dans la capitale de la région du Nord. Selon les historiens, le royaume du Yatenga, fondé vers 1540, est né d'une querelle de succession qui a opposé entre eux les descendants de Ouedraogo, fondateur donc du royaume d'Emossi, et le fils de la princesse Nyenega. Alors, Naba Yadega est le fondateur du moins du royaume de Yatenga. C'est lui qui a donné son nom à la communauté des Yatse qui sont ses descendants. Naba Congo, lui, est le fondateur du Wayuguya qui signifie « Venez vous soumettre au roi tout-puissant ». Il a régné pendant plus de 30 ans à la tête du royaume. Son règne a été marqué par des conquêtes. Il a travaillé à agrandir le royaume légué par Naba Yadega. Il a aussi renforcé la puissance du royaume qu'il a étendu depuis la frontière donc du Mali jusqu'à Yako, dans la province du Passoré. En son temps, le royaume englobait l'actuelle province du Bam-Kongoussi et une partie de la province du San-Mantenga, du moins Sakaya. C'est à Naba Congo que le Yatenga doit la structuration du pouvoir et l'organisation de la ville de Wayuguya en fonction des rôles que joue chacun des groupes sociaux qui s'y trouvent. Naba Tigré a succédé à Naba Bouli. Il est arrivé sur le trône dans un contexte de querelle et de dissension entre fils du royaume. Sa renommée est venue de sa capacité à rassembler et à réconcilier toutes les parties et communautés du royaume du Yatenga. Ces trois rois du Yatenga, plus les autres que nous n'avons pas cités, font aujourd'hui la fierté donc des Yatse. Les symboles qui rappellent leur passage sur le trône, rond-point et place de Wayuguya, du moins sa place à Wayuguya, sont plus ou moins bien entretenus. Cela ne nous empêche pas pour le moment de leur rendre hommage à travers cette émission et à travers la rubrique à la découverte 2. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis le Yatenga et merci à tous ceux qui suivent cette émission tous les jours. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Dieu nous a fait grâce d'une année de plus aujourd'hui. Donc, je dis merci au Tout-Puissant et merci à tous ceux qui ne cessent de nous écrire ce matin pour nous souhaiter donc un bel anniversaire. Merci à vous. On va se dire au revoir ici et on se retrouve demain, Inch'Allah, pour d'autres aventures. De bonjour le façon en attendant, portez-vous bien et on se dit Cus.
cœur de la savane africaine, un média est né pour porter les mots, les images et la vision du Burkina Faso au monde. Savane TV. La puissance de la communication.